Optics n'est peut-être pas, connu de tous nos membres, alors attends, oui, alors je vois que Jacques a commencé l'enregistrement. Merci beaucoup Jacques, hein. Hem, et bien Parfait. écoute, Étienne, je te passe la parole, voilà. Très bien. Est-ce que vous voyez mes slides et est-ce que vous Oui, m'entendez très bien? bien. Ouais, on t'entend et on voit très bien les slides. Merci beaucoup. Bon, parfait. Donc mis à part le premier slide, je préfère vous prévenir, le reste des slides seront en anglais, mais je vais bien sûr présenter en français. Hem, donc moi, ce que je vais vous faire, c'est d'abord une rapide présentation de notre société, de qui on est et ensuite, donc évidemment la technologie et un large panel, très large, on verra si j'ai le temps de tout couvrir, d'applications en fait pour vous montrer un peu tout ce qui peut être fait, qu'on fait aujourd'hui avec, la mesure par fibre optique distribuée. Alors tout d'abord, la fibre comme capteur, il faut savoir que, nous, c'est un pan de la fibre comme capteur que l'on utilise. Il y a d'autres utilisations de la fibre comme capteur, par exemple le réseau de Bragg, que je ne couvre pas aujourd'hui, hein, qui consiste à venir graver une variation d'indice, heu, sur un endroit localisé sur une fibre optique, qui permet de la rendre sensible par une réponse, en fait, phénomène d'interférence et on la rend sensible à une variation en général en température ou en déformation. Et après, on peut créer un capteur autour qui peut être sensible à beaucoup d'autres grandeurs physiques. Donc ça, c'est la partie réseau de Bragg. Ça va être des capteurs ponctuels. C'est-à-dire qu'on vient modifier localement la fibre pour la rendre sensible à un paramètre physique. Nous, là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui et ce que fait Phébus Optics, c'est de la mesure distribuée, c'est-à-dire utiliser des propriétés intrinsèques à la fibre pour la transformer en un capteur sur toute sa longueur. Il en découle un grand nombre d'applications. Alors en quelques mots d'abord, Phébus Optics. Donc nous, on est une société qui a été créée en 2015 donc par mon associé et moi-même, hein, j'en suis le directeur général aujourd'hui. On a un peu plus de 30 employés. On travaille dans le monde entier, même si l'Europe est notre premier marché et donc on fabrique spécifiquement des équipements par fibre optique distribuée, sur lesquels on a un certain nombre de brevets, et on continue à faire beaucoup d'R&D, hein. C'est un domaine qui évolue constamment, des nouvelles applications apparaissent, il faut faire évoluer les équipements. Donc je vais vous présenter rapidement le type d'équipement et vous pouvez voir aussi en bas à droite, qu'on s'est doté d'un vrai centre d'essai pour faire des démonstrations, très pointues à nos clients et pouvoir les recevoir et faire même des démonstrations, sur mesure en fonction du besoin. Voilà, donc on est actif sur, des marchés assez variés, que ce soit le pétrole et gaz, la géothermie, la sécurité périmétrique, même la défense, l'acquisition sismique ou la géophysique, le génie civil, le transport d'énergie, donc le monitoring de câbles en fait de puissance, que ce soit dans le transport d'énergie en général ou dans les énergies marines. Donc je vais vous montrer des exemples d'applications de nos technologies dans tous ces marchés en fait, en espérant que ce soit le plus intéressant possible. N'hésitez pas à m'interrompre, je sais que les questions sont à la fin, mais s'il y a vraiment des choses, qui vous interrogent au moment où je les présente, ça ne me pose aucun problème que vous m'interrompiez. Alors, le principe général de la mesure par fibre optique distribuée, c'est qu'on utilise une fibre optique complètement standard. Dans certains cas, même dans beaucoup de cas, elle est déjà installée. Donc on peut utiliser, des réseaux de fibre télécom évidemment, dont on parlait précédemment, et je vous montrerai des exemples d'utilisation. Nous, on va apporter une technologie qui est concentrée dans ce qui ressemble à un boîtier, une tour d'ordinateur posée à plat. C'est un concentré de technologie optique, électronique et de calcul haute performance. Il y a vraiment les 3 aspects. Une, impulsion laser est envoyée dans la fibre, donc on branche une extrémité. Une impulsion laser est envoyée dans la fibre, elle se propage sur des dizaines de kilomètres et en fait, cette impulsion laser va générer évidemment de ce qu'on appelle de la diffusion et en particulier une toute petite partie de l'énergie donc est diffusée et est rétrodiffusée, c'est-à-dire qu'elle retourne dans le guidage de la fibre en sens inverse. Et donc il faut imaginer un train d'ondes continu qui retourne vers l'équipement, qui est cette rétrodiffusion. Et nous, on est capable d'extraire de cette rétrodiffusion des paramètres intrinsèques à la fibre de là où a été émis cette rétrodiffusion. En particulier, on est capable d'extraire la température, la déformation et la vibration acoustique. Ce sont les 3 paramètres que l'on mesure aujourd'hui grâce à la mesure distribuée. Comme on connaît parfaitement la vitesse de propagation d'une impulsion laser dans une fibre, qui est la vitesse de la lumière modulo l'indice de la silice, on peut savoir d'où vient la rétrodiffusion. Et donc, on peut transformer une fibre optique standard de, par exemple, 50 kilomètres en 50 000 capteurs de température, de déformation ou de vibration acoustique. 50 000 capteurs signifie qu'on prend un point par mètre. On peut prendre un point tous les 10 ou 20 centimètres si on le souhaite. Mais après, il y a aussi une histoire de résolution spatiale, c'est-à-dire que tous ces points ne vont pas forcément être indépendants. Parce qu'en général, on va faire une moyenne sur une distance qu'on appelle la résolution spatiale, qui peut être 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres. Euh, et que ce paramètre va aussi influer sur la performance finale, le temps de mesure et la distance que l'on peut atteindre, voilà, qui sont les grands paramètres
réel. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut transformer n'importe quelle portion de la fibre en un capteur et qu'on va avoir des mesures en temps réel de ces 3 paramètres. Et donc ça ouvre la porte à énormément d'applications. Donc nous, chez Phébus, on fabrique tous les types d'équipements qui existent aujourd'hui. Et alors pour venir aux acronymes, ils ont tous construit de la même manière. Le D est pour Distributed et le S pour Sensing. Et entre les deux, on met le paramètre physique que l'on mesure. Donc le DAS, c'est pour Distributed Acoustic Sensing, le DTS pour Distributed Temperature Sensing. Il y a le DSS pour Distributed Strain Sensing. Et l'équipement qui utilise le phénomène Brillouin est capable de mesurer la température et la déformation, d'où le fait qu'on l'appelle DTS-S ou DSTS pour Distributed Temperature and Strain Sensing. Je vous montre ça sur un petit graphe en longueur d'onde pour bien comprendre. En fait, en fonction de la grandeur physique que l'on mesure, on ne va pas utiliser le même phénomène physique. Donc même si le principe général est très similaire, le contenu, la technologie optique et électronique et l'architecture qu'il y a derrière va être très différente en fonction de si c'est un DAS, si c'est un Brillouin, qui mesure donc la température et la déformation, ou si c'est un pur DTS utilisant le phénomène Raman. Donc, j'explique en quelques mots la partie technique qu'il y a derrière. Au niveau du Raman, on utilise, donc c'est un phénomène non linéaire qui apparaît dans la fibre. Donc il est directement lié à l'intensité lumineuse que l'on envoie dans la fibre. Et ça génère donc de la rétrodiffusion à des longueurs d'onde assez éloignées de la longueur d'onde initiale de l'impulsion. Et en fait, on va comparer l'intensité de ce qu'on appelle le pic Stokes et anti-Stokes, qui sont donc de part et d'autre en termes de longueur d'onde de, la longueur d'onde incidente. On les compare en intensité, et en fait, c'est leur différence d'intensité qui nous permet de remonter à la température. Brillouin, c'est également donc un phénomène non linéaire, qui lui a la propriété, le pic Brillouin, de varier en fréquence en fonction de la température et de la déformation. Donc si on arrive à suivre précisément la variation fréquentielle de ce pic, on va pouvoir remonter à la variation de température ou de déformation, sachant que la température et la déformation vont être directement liées. Donc après, il faut d'autres moyens pour savoir si c'est plutôt de la température ou de la déformation. Il y a beaucoup de méthodes pour les différencier. Et enfin, la partie DAS, elle se fait directement sur la diffusion qu'on va appeler linéaire, qui est donc à la même longueur d'onde que l'impulsion laser que l'on envoie. Et là, on fait plutôt des interférences, des mesures d'interférence, pour comprendre en fait toutes les ondes acoustiques qui ont traversé la fibre et qui ont modifié en fait le chemin optique. Et donc dès lors qu'il y a modification du chemin optique, on arrive à avoir une modification de la phase dans le profil d'interférence et donc à remonter à tout ce qui s'est passé le long de la fibre. Voilà un peu les 3 grands phénomènes qui sont utilisés pour remonter à la température, à la déformation ou à la vibration acoustique. Alors en résumé très rapide, voilà, Raman permet de faire la mesure de température, pas de strain, pas d'acoustique, et c'est un ratio d'intensité. Brillouin permet de faire de la température et de la déformation, et on mesure une variation fréquentielle. Et Rayleigh, donc on va appeler DAS en général, hein, va permettre de faire de la vibration acoustique, mais en fait va aussi être sensible à la déformation et à la température, même si on ne va pas pouvoir avoir la stabilité dans le temps et même remonter à des valeurs absolues comme permet de le faire Raman et Brillouin. On comprend bien qu'une variation de température ou une variation de déformation locale va modifier le chemin optique. Et donc, on va bien avoir une variation dans les mesures d'interférence, donc qui est également sensible à ces phénomènes. Alors, vous montrez qu'évidemment, derrière, il y a toute une partie expérimentale qui est très importante et une partie processing de la donnée et algorithmique. Euh, donc, chez Phébus, on s'est doté d'un centre d'essai qui permet de faire beaucoup de choses. Donc là, vous voyez un pipeline, on peut générer des fuites de différentes tailles, différentes pressions et à différentes localisations autour du pipe, hein, vers le haut, vers le côté, vers le bas. On a aussi des gros vérins hydrauliques qui permettent de générer des mouvements de terrain pour montrer comment on fait de la détection de mouvements de terrain avec de la fibre optique, ou amener des événements au-dessus pour détecter des intrusions tiers. Avec le pont roulant de 5 tonnes, on peut tirer sur des pipelines ou sur des câbles pour montrer comment on détecte des déformations. Et enfin, la fibre optique équipe aussi la barrière tout autour de notre site pour montrer comment on peut détecter des intrusions. Voilà, ça fait partie des différentes applications qu'on est capable de couvrir. Je vais y revenir. Je passe sur les équipements, mais voilà, sachez qu'il y a des équipements qui se présentent sous forme de rack, d'autres sous forme portable, qui peuvent atteindre des grandes distances, hein, plus de 100 km, avec des performances évidemment liées à chacune des types d'appareils. Si on regarde la partie Brillouin et Raman, sachez que c'est des valeurs moyennes que l'on fait.
C'est-à-dire qu'on envoie des impulsions. À chaque impulsion, on récolte des mesures, mais une mesure amont, une mesure bris loin, c'est des dizaines de milliers d'impulsions que l'on envoie et on fait un moyen âge pour avoir une valeur finale correcte. Donc la mesure peut prendre quelques secondes à quelques minutes, voire des dizaines de minutes en fonction de la distance et de la performance recherchée. Le DAS, lui, une impulsion, une mesure. Donc on est capable de faire des mesures à très haute fréquence, qui vont directement dépendre de la longueur de la fibre. Si la fibre ne fait qu'1 kilomètre, on peut faire des mesures à 100 kHz. En fait, on est limité par la vitesse de propagation de l'impulsion dans la fibre, parce qu'on doit attendre qu'elle arrive au bout pour envoyer une autre impulsion. Donc si par contre la fibre que l'on mesure fait 50 kilomètres, on va être limité à 2 kHz. Voilà, pour donner quelques bases techniques. Alors, en termes d'applications, quelles sont les applications un peu que peut couvrir la fibre optique distribuée? Je ne suis pas exhaustif ici, je vous montre un grand panel, mais il y en a d'autres. En termes de monitoring de pipeline, en utilisant une fibre simplement déployée le long du pipeline, qui est utilisé pour des réseaux télécoms ou pour faire du contrôle commande le long du pipeline, on va pouvoir utiliser une de ces fibres pour faire de la détection de fuite, que ce soit un pipeline d'eau, de gaz, d'huile ou même de gaz dangereux qui peut être utilisé. De la détection d'intrusion tiers, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a beaucoup de problèmes sur les pipelines, soit parce que des gens viennent de façon malveillante essayer de bypasser une partie de ce qui circule dans le pipeline, soit par méconnaissance enfin, de l'existence du pipeline, des travaux tiers qu'on appelle, qui viennent creuser et qui tapent le pipeline. Donc la technologie fibre optique permet aussi de détecter ce genre de véhicules qui s'approchent, qui s'arrêtent et de les localiser précisément. Enfin, on peut aussi détecter les mouvements de terrain qui peuvent affecter le pipeline. En géophysique, je vais vous montrer pas mal d'illustrations assez sympas. On peut faire de l'acquisition sismique. Donc là, on va être capable de capter, tout comme le fait un géophone ou un hydrophone, des vibrations sismiques et donc permettre de faire de la sismologie ou même ce qu'on appelle la VSP, c'est de la vertical seismic profiling, c'est plutôt de l'imagerie du sous-sol qui est utilisée dans certains métiers de l'énergie. Voilà, il y a pas mal d'applications en géophysique. Sécurité périmétrique, donc là, c'est le fait d'avoir une fibre dans le sol ou sur une barrière pour détecter toute intrusion, hein. Une personne, un animal, un véhicule qui s'approche d'une barrière, qui touche la barrière, on va le détecter, le localiser, communiquer ça avec des logiciels de, de sécurité, coupler ça à des réseaux de caméras ou même plus récemment avec des drones. Monitoring de câbles de puissance, il faut savoir que maintenant, les gros câbles qui circulent, surtout sous-marins, mais même enterrés, euh, inclut de la fibre. En tout cas, des câbles sous-marins, on met de la fibre dedans, hein, pour plein de raisons, notamment pour le monitoring. Donc on peut détecter, des défauts sur le câble, localiser, des élévations de température anormales ou même permettre d'optimiser l'utilisation du câble grâce à des modèles où on peut remonter à la température du conducteur en lui-même et coupler ça à sa capacité maximum, par exemple, on va pouvoir optimiser son utilisation et le courant que l'on fait circuler. On est même capable d'aller faire de la mesure de décharge partielle, qui est un phénomène on va dire qui affecte la durée de vie du câble parce que ça vient affecter l'isolant autour du câble. Heu et donc c'est un phénomène qui est assez important à détecter. Tout ce qui est monitoring de pluie, donc là, c'est vraiment, pétrole et gaz, où on va pouvoir même de faire de l'optimisation de production, faire de la mesure sur le flot, détecter des zones de la taille des réservoirs, arriver à détecter le mix qu'il peut y avoir entre liquide, gaz, et même eau et huile, les différencier. Et enfin, le monitoring d'infrastructure, vous montrer comment la fibre optique permet, de faire du suivi de ponts, de barrages, comment le béton travaille en fait dans le temps, et même de centrales nucléaires, ou bien détecter des fuites, sur des barrages ou des digues et aussi, des applications de type détection de feu ou, monitoring du sol sous un réseau ferré, par exemple. Ce serait une application très concrète là-dessus. Voilà, vous dire qu'aujourd'hui, on fait partie de beaucoup d'associations. Je sais que vous êtes proche de la RUFOG, dont on fait partie, mais aussi de FOSA, France Énergie Marine et voilà. Voilà. En jaune, c'est là où on travaille aujourd'hui chez Phébus, donc une activité quand même très européenne, même si elle se développe dans le monde entier. Alors voilà pour la partie Phébus. J'enchaîne maintenant sur les applications. Donc là, l'objectif, c'est de vous montrer un panel assez large d'applications couvertes par la fibre optique, heu, pour vous montrer tout ce qui est possible aujourd'hui de faire. Donc je vais commencer par la partie acquisition sismique. Donc là, ça peut peut-être vous parler. Il y a eu un événement, donc il y a maintenant presque 2 ans, sismique complètement anormal, dans la région de Montélimar, plus précisément au Teil, heu, qui pourrait être dû à l'activité de du cimentier Lafarge. Heu,
ça c'est plutôt des suppositions à ce stade. Ce qui est certain, c'est que nous, avec un partenaire, on a mis un DAS sur un réseau télécom existant, dans ce qu'on appelle une dark fiber, c'est-à-dire une fibre qui n'était pas utilisée du réseau télécom. Bon, le plus complexe dans ce cas-là, c'est d'y avoir accès. Et on a pu capter une réponse donc de 2,1. Donc le séisme initial était de 5,6, hein, donc quand même d'une magnitude importante, hein. Il y a eu clairement des destructions et des dommages, hein, localement. Étant de cette région, je suis bien au courant. Et voilà un séisme qu'on a pu capter. Donc là, on voit que le DAS, donc en l'occurrence, c'est un DAS, a été branché sur 14 km de fibre existante. Et là, on a une mesure sur quelques secondes. Et là, ce qu'on voit, c'est l'onde S et l'onde P d'un séisme qui a pu être capté directement. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est que si vous regardez chaque horizontale, parce qu'en fait, là, l'information est extrêmement riche, hein. Le volume de données généré par un DAS par rapport à ce qu'on fait en température ou en déformation, il est colossal. Température et déformation, c'est un vecteur de points. On a la température, la déformation tout le long de la fibre. Donc, c'est relativement faible en quantité de données et on peut stocker des données sur un an de mesure. Pas de problème, c'est quelques gigas. Voilà. Par contre, le DAS, lui, peut générer plusieurs téras par jour. Donc, en fonction des paramètres et de ce qu'on va faire en temps réel. Donc, la quantité de données est colossale. Et ici, là, on pourrait regarder chaque ligne horizontale correspond à une acquisition d'un sismomètre, d'un sismographe. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est comme on utilise une fibre optique standard, et ben, le couplage est très variable. Et évidemment, la mesure d'AS est aussi très dépendante de la qualité de l'installation de la fibre optique. Là, on utilise une fibre optique qui est existante, donc dans certains cas, dans des canalisations béton ou dans des PVC, qui est plus ou moins isolée et donc hermétique finalement à la vibration qui se propage dans le sol et qui arrive jusqu'à la fibre. Donc la fonction de transfert, on ne la maîtrise pas, et donc on a des grosses variations de couplage. Malgré tout, ici, là, je crois qu'on a utilisé ce qu'on appelle une résolution spatiale de 10 mètres. Donc, il faut imaginer que sur 14 km, on a l'équivalent de 1400 sismomètres au géophone. Une autre application, donc là, c'est un universitaire allemand qui a déployé de la fibre optique dans une forêt allemande. Excusez-moi, là, passage automatique. Et donc, avec un anodas, il a pu détecter directement un séisme qui a eu lieu au Mexique, à Acapulco. Alors, c'est un téléséisme, hein, il est de 7,0, donc séisme très très fort. Et voilà différentes manières de le capter. En haut, c'est par fibre optique déployée sur le sol, même pas enterré. Enterré, ça aurait été beaucoup mieux, mais déjà déployé sur le sol avec un peu lesté, c'est-à-dire qu'ils ont posé des poids le long de la fibre, hein, sur plusieurs centaines de mètres. Voilà ce qui a été capté. Et en bas, c'est un strain-meter. Et au milieu, c'est un sismomètre. Donc là, il a superposé ce qui a pu être fait avec la fibre et avec le strain-meter. Et on voit qu'il y a un recouvrement très bon, bien que, évidemment, la partie fibre optique aurait pu être améliorée avec un déploiement directement enterré, où là, on améliore encore le couplage. Donc voilà des choses qui peuvent être faites vraiment avec la fibre optique. Ça, c'est l'utilisation d'un câble sous-marin, où là, l'universitaire, à nouveau, cherchait à écouter plutôt ce qu'on appelle le bruit de l'océan, l'ocean wave noise. Et donc là, il l'a écouté sur plus de 50 km. Donc là, la fibre, elle est intégrée dans un câble qui était existant, hein. Et ce qui se passe ici, c'est que le câble plongeant après dans dans une falaise sous-marine, en fait, bah, il n'y a plus de bruit. C'est pas pour ça qu'il y a plus de signal. Enfin, c'est pour ça qu'on voit plus de signal. La mesure est encore là, hein, et permet donc de faire des mesures sur des très grandes distances. Un exemple de ce qui se fait en pétrole et gaz, toujours en sismique. Là, c'est ce qu'on appelle de la VSP pour Vertical Seismic Profiling. Donc là, c'est ce qui est écrit en bas. Ça permet de faire une imagerie du sous-sol, en fait. Donc derrière, il y a d'abord les géophysiciens qui passent dessus pour faire des calculs de vitesse de propagation. Ce qui est intéressant aussi, c'est toutes les ondes qui remontent. On détecte des interfaces. Et après, il y a les géologues qui passent derrière. Il y a de l'inversion pour remonter en fait aux positions des différentes failles. Et dans certains cas, ils arrivent à détecter les tailles de réservoirs ou autre. Donc là, là par contre, cette image, elle a été faite à partir d'un ce qu'on appelle un stack, c'est-à-dire qu'on a empilé plusieurs fois la même acquisition pour faire baisser le niveau de bruit. Donc là, il y a une source en surface qui vient taper le sol à des fréquences connues. Et derrière, l'acquisition est faite de ces ondes qui se propagent tout le long du sol avec une fibre optique qui est déployée dans le puits. Je vais revenir sur le déploiement de la fibre optique dans le puits, parce qu'il y a pas mal de méthodes pour le déployer. Dans ce cas-là, elle était déployée au milieu du puits, donc dans l'eau en fait, hein, dans ce qu'on appelle le tubing. Et donc, évidemment, le couplage n'est pas idéal. Malgré tout, on arrive à en tirer suffisamment d'informations pour pouvoir derrière faire du processing et remonter à l'imagerie.
Enfin, en partie sismique, dernière image que je voulais vous montrer, dernier type d'acquisition. Là, c'est vraiment l'acquisition offshore. Donc là, on se branche sur un câble existant qui est entre 2 structures qu'on appelle des FPSO. Donc c'est des énormes bateaux pétroliers qui font l'équivalent d'une plateforme pétrolière, hein, mais flottante. Et donc là, en fait, c'est un câble qui, au départ, est sur le bateau. Donc là, on ne fait pas de mesure, il n'y a rien d'intéressant. Puis le câble descend pendant 1500 mètres au fond de l'eau. Et ensuite, il est pendant 10 kilomètres sur le fond de l'océan. Il est possible, au départ, il avait juste déployé sur le sol, mais comme ça faisait plusieurs années, il est possible qu'il soit un peu enterré, ce qui améliore le couplage. Donc là, on utilise une des fibres existantes. On a dû d'abord vérifier si la qualité était bonne, mesure au TDR pour savoir si la transmission était encore correcte. Et ensuite, comme c'est une grosse campagne 4D, hein, donc là, il faut imaginer qu'il y a des bateaux en surface qui tirent des hydrophones, hein, sur des gros câbles, ce qu'on appelle les streamers, et des bateaux sources qui viennent. Et donc là, c'est un tir d'un bateau source en surface, donc 1500 mètres d'eau au-dessus. Et voilà, l'acquisition permet de faire DAS. Donc là, c'est une très belle acquisition, c'est pour ça aussi que je vous la montre. Où derrière, évidemment, les géophysiciens et les géologues vont pouvoir l'utiliser pour mieux comprendre ce qui se passe dans le sous-sol en dessous du sol marin. Voilà, donc ça, c'était pour l'application sismique et géophysique. Donc sachez qu'il y a des applications en géophysique à la fois côté minier, géothermie, oil and gas et beaucoup d'universitaires. Chez Phébus, on travaille aussi avec beaucoup d'universitaires dans le monde entier parce qu'ils s'intéressent à toutes les applications qui permettent de faire le DAS et là, le côté distribué, donc avoir une densité d'information sur toute la longueur de la fibre. Alors le puits, vous montrez quelques applications puits. Donc là, la fibre optique est déployée de différentes manières en fait. Et c'est clé, hein. Je ne l'ai pas dit au début, hein, mais dans toutes nos applications, on peut fournir les meilleurs capteurs par fibre optique répartis du marché ou pas. Quoi qu'il arrive, la qualité de déploiement de la fibre et le choix de la fibre optique dans certains cas, même si ça c'est beaucoup plus rare, peut être très important. Donc en particulier quand on va faire de la mesure de déformation, j'y reviendrai. Quand on fait la mesure de température ou de DAS acoustique, bon là, quelle que soit la fibre, la température ou les vibrations acoustiques vont, si elles atteignent la fibre évidemment, heu, vont l'impacter. La fonction de transfert est moins clé. La déformation, par contre, il est certain que si vous avez une fibre télécom qui, elle, est protégée de la déformation, heu, bah, si la déformation extérieure n'arrive pas jusqu'à la fibre, on ne mesurera pas de déformation pertinente. Donc, en l'occurrence, dans un puits, il y a plusieurs manières de déployer une fibre. Soit on le déploie de façon complètement temporaire, au milieu du tubing. Donc il faut imaginer que quand on creuse un puits, heu, on met d'abord un casing pour protéger, pour empêcher donc, que tout se referme. Et ensuite, à l'intérieur, tous les appareils vont être descendus dans un tubing, la pompe, et en fonction de ce que c'est comme type, si c'est un puits d'injection, un puits de production. Et nous, donc la fibre va être descendue, quand elle l'est de façon non permanente, au milieu du tubing. Ce qu'on appelle un wireline, c'est-à-dire un câble en fait, hein, qui contient la fibre. Donc là, c'est pas l'idéal pour le couplage, mais par contre, l'avantage, c'est que ça peut être fait n'importe quand dans la vie du puits et de façon très simple. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le semi-permanent, où là, on accroche la fibre au tubing que l'on vient descendre, heu, qui donc a meilleur, on va dire un meilleur couplage parce qu'elle est déjà accrochée au tubing. Et puis l'idéal, c'est lorsque c'est fait lors de la construction du puits, où là, on met derrière le casing, dans le ciment, où finalement la fibre est directement prise dans le ciment. Le gros avantage là, c'est que par exemple, pour les mesures sismiques, le couplage va être très bon, et qu'on va aussi pouvoir faire d'autres mesures, dites type déformation par exemple, qui sont accessibles, puisque là, on pourra mesurer la déformation ou s'il y a des mouvements du massif local, en plus des mesures de température et de fuite. Donc là, la fibre permet de faire pas mal de choses. Je vous montre quelques exemples. Là, la fibre optique, en l'occurrence, permet d'aller détecter une fuite dans un casing. Là, on voit un profil en fréquence tout le long du puits, donc c'est un puits qui fait 3200 mètres. Et là, on voit des bruits en fait enregistrés par le DAS, tout le long du puits. Et là, on les a présentés en fonction de la fréquence. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au sommet, on a surtout des bruits basse fréquence qui sont dus à tout ce qui est les bruits de surface, de l'opération finalement, les camions, les personnes qui sont là, tous les appareils qui sont en surface. Donc, il y a beaucoup de bruit. Ensuite, le long du puits, c'est surtout des bruits dus à la production. Et en bas, ici, là, on détecte un bruit plus haute fréquence, en fait, qui est dû à la fuite directement. Heu, et comme c'est une petite fuite, elle va générer un bruit haute fréquence. Quand on zoome sur cette zone-là, on voit des bruits basse fréquence qui sont plutôt dus à la production. Parce qu'il faut imaginer qu'il y a une pompe, donc forcément, en bas, la pompe, elle va générer du bruit, hein, des basses fréquences. Et par contre, la fuite, elle, va être haute fréquence. Dans ce cas-là, là, quand on regarde différentes bandes de fréquences, inférieures à 10 Hz, 10 à 200 et 200 à 500, on voit bien que 200 à 500, c'est uniquement la fuite ici. Il y a d'autres méthodes pour l'identifier, la fuite, mais le DAS en est une. Si on regarde des profils en température, voilà ce que permet de faire un profil en température.
dans un puits là, sur plus de 3000 mètres. Alors là, ça n'apporte pas énormément. Ce qui va être intéressant après, c'est de regarder les variations et on peut faire des variations, trace à trace ou des variations soit dans le temporel ou spatial. Et là, par exemple, on regarde la taille d'une perforation. C'est-à-dire qu'on a injecté de l'eau, on arrête l'injection, ici à peu près à la 25e minute et donc toute la partie de l'eau qui est en contact avec la perforation qui donne sur le réservoir va chauffer parce que l'huile en général est chaude à ces profondeurs ou le gaz et donc on va avoir un échauffement local et après on redémarre, l'injection d'eau ici donc pour cette manip, hein, où l'objectif était de mesurer la taille de la perforation. On la redémarre à peu près à la 125e minute et donc c'est pour ça qu'on voit la température derrière qui de nouveau s'homogénéise. Ah, ça, c'était pour vous montrer des applications puits. Il y en a beaucoup d'autres, hein. On est capable de faire de la détection de multiphase. Après, il y a beaucoup d'études et d'algorithmes qui sont développés pour traiter la donnée DAS et DTS afin d'augmenter encore les applications. On peut faire des mesures de débit, on peut faire des mesures quantitatives sur qu'est-ce qui est produit par chacun des réservoirs, parce qu'un puits peut être connecté à plusieurs réservoirs. Ah, voilà, des choses qui peuvent devenir très complexes. Alors, rapidement, vous montrer ce qu'on fait en protection périmétrique. Donc, je vous l'ai expliqué, la fibre optique peut permettre de faire de la mesure et de la détection d'intrusion. Donc, là, on vient mapper et on peut détecter en temps réel une personne qui s'approche de la barrière ou qui la touche. Ça peut être connecté directement après un réseau de caméras ou même envoyer un drone pour faire de la levée de doute. Maintenant, dans le processus acquisition, algorithme de détection et de localisation, puis il y a un serveur d'alerte. On peut intégrer du machine learning de plus en plus afin de faire de la classification. C'est-à-dire tous les paramètres que l'on mesure, il y a tellement de paramètres, en fait, le DAS, la mesure est tellement riche qu'on arrive à créer des familles, en fait, assez facilement. Enfin, assez facilement. La mise en œuvre n'est pas simple, mais en tout cas, on peut très facilement remonter à un grand nombre de paramètres. On arrive à identifier plus de 70 paramètres différents. Et donc, derrière, on peut faire de la classification automatique pour dire est-ce que c'est plutôt une personne qui s'approche, est-ce que c'est un équipement qui vient creuser, est-ce que c'est une scie, est-ce que c'est un marteau-piqueur, est-ce que si c'est un moteur, quel type de moteur. Là, il y a des grandes familles de fréquences qui peuvent nous aider sur le type d'engin. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à ce niveau-là. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, c'est utilisé à la fois pour la protection aux frontières, puisqu'on peut enterrer la fibre, c'est utilisé sur des barrières, et de plus en plus dans des applications de défense, puisqu'il faut bien imaginer qu'on est capable d'écouter. Donc une fibre optique dans un câble sous-marin permet d'écouter ce qui se passe autour du câble. Vous pouvez détecter un bateau en surface et vous pouvez détecter aussi des engins sous-marins, potentiellement. Tout dépend évidemment du bruit qui est généré et de la distance. Il y a pas mal d'études et de recherches qui sont menées là-dessus. Sur le pipeline, j'aurais pu vous en montrer beaucoup, mais je n'ai pas pensé que c'était le plus pertinent et le plus intéressant aujourd'hui, donc je vais vous montrer d'autres exemples. Je veux juste vous montrer donc ce qui est fait quand on déroule une fibre le long du pipe. J'ai déjà expliqué qu'on allait être capable de détecter donc des intrusions tiers, des engins qui viennent creuser au-dessus, des mouvements de terrain et donc des fuites, bien sûr, qu'elles soient de liquide ou de gaz. On va être capable de les détecter, soit par la température, soit par la vibration acoustique générée. Et derrière, on va les localiser sur une carte avec une alerte en temps réel, qui permet donc à l'exploitant d'aller intervenir et de réparer sa fuite. Le gros avantage par rapport à d'autres technologies, c'est déjà qu'avec une seule fibre, on peut couvrir un pipeline en entier. On fait une mesure en temps réel, avec une localisation très bonne, puisque la localisation, elle est en général de l'ordre de 5 ou 10 mètres, même sur des dizaines de kilomètres, voire même des centaines ou des milliers de kilomètres. Hein. Si on met plusieurs équipements à la suite, le long du pipeline, on peut couvrir pas de limite vraiment de distance, puisqu'après, l'ensemble de la donnée est centralisé euh, et géré par le même logiciel d'alerte. Voilà. Ensuite, sur la partie câble, donc monitoring de câble, qu'est-ce qu'on va faire sur le monitoring de câble? Alors, on va être capable de détecter des points chauds. Alors, un point chaud, c'est soit un indicateur, lorsque c'est un câble de puissance, hein, qui transporte de l'énergie, soit aérien, souterrain ou sous-marin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les installations éoliennes, le premier facteur de risque et le premier coût d'assurance de très loin, 80% des coûts d'assurance sur un parc éolien, c'est le câble de puissance qui ramène l'énergie. Parce que si vous perdez le câble, par exemple, d'export, c'est-à-dire celui qui fait le lien entre le bord, la terre et la mer, bah, vous perdez toutes vos éoliennes. Alors qu'un problème sur une éolienne ou une pale, vous perdez qu'une seule des éoliennes, peut-être 30, 50 ou 100 éoliennes sur un parc éolien. Évidemment, le câble export est vraiment clé. Donc,
Là, avec la mesure par fibre optique, on peut suivre beaucoup d'applications et détecter pas mal de choses sur un câble. Donc déjà la température, ici on voit une élévation anormale, on peut mettre des effets de seuil, il va y avoir une alerte. Derrière, on va coupler ça à ce qu'on appelle du RTTR, ça signifie Real Time Thermal Rating. Donc là, il y a deux aspects. Le premier, et le plus important, c'est un modèle de diffusion thermique dans le câble. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est pas forcément la température de la fibre, telle qu'on la mesure, mais la température au niveau du conducteur. La fibre, elle peut être à différents endroits dans une section de câble. Là, c'est une section de câble, hein, que l'on regarde. Et donc, on veut remonter à la température du conducteur en faisant un modèle de diffusion thermique des différentes interfaces. Lorsqu'on connaît une section du câble, ses différentes interfaces, ses différents matériaux, on peut faire un modèle de prédiction thermique pour dire si la température de la fibre est de 42 degrés, alors la température du conducteur est de 45, 46 ou 47 degrés. Alors, on a des précisions qui sont relativement bonnes. L'avantage, c'est que ce genre de logiciel va intégrer aussi les données en courant. Donc, par exemple, la capacité maximum du câble, quel est le courant actuel qui circule dans le câble, pour donner la marge de manœuvre à l'exploitant de jusqu'où il peut aller sans prendre de risques avec son câble. Ensuite, on va être capable de détecter évidemment des chocs. Vous l'avez compris, ça fait la mesure sismique, la détection de choc. Donc évidemment, le choc sur un câble est important, voire même détecter et prévenir une ancre, par exemple, qui serait tirée par un bateau. Il arrive que les bateaux continuent de bouger avec leur ancre au fond, et que l'ancre, en général, vient racler le fond. Et ça, c'est un risque important pour les câbles sous-marins. Dans certains cas, ils sont enterrés, mais pas toujours. Et dans certains cas, ils sont enterrés, mais petit à petit, ils sont localement déterrés dû à des vagues de sable ou autres. Ça, c'est des phénomènes courants. Et donc, être capable de le détecter, soit pour le prévenir, soit au minimum pour avoir localisé précisément l'endroit où le câble a été endommagé et pouvoir intervenir au bon endroit. Parce qu'une intervention sur un câble est complexe et lorsqu'on ne sait pas exactement où, on est obligé de sortir une portion importante du câble et donc ça prend beaucoup plus de temps. Alors voilà un exemple qui mêle à la fois ce qu'on a pu voir en sismique précédemment, en défense, donc c'est assez riche. C'est une acquisition sur un câble sous-marin en Méditerranée, sur un câble de plus de 40 km et quelques secondes d'acquisition. Donc là, on voit beaucoup de choses et on va y revenir après, mais on voit ici que le câble, là, on voit c'est une variation de température, parce que ça, c'est la portion qui est au bord sur la plage, en fait, qui retourne sur terre. Et donc là, le câble sort, et donc on voit une légère variation de température. C'est pour ça que c'est une variation lente. Ensuite, ici, on est déjà quelques centaines de mètres de profondeur, parce qu'on descend dans la Méditerranée. Là, c'est un bateau que l'on détecte qui est à la surface, qui a donné lieu à une autre publication d'ailleurs. Ensuite, on a des phénomènes sismiques. Voilà, par exemple, Earthquake Monitoring ici, qui est détecté là. Et les gros traits blancs et noirs sont des belles figures d'interférence, si vous en avez déjà vu. En fait, tout simplement parce que là, c'est quelque chose d'énorme que l'on détecte sur le câble, parce qu'en fait, c'est un mouvement propre du câble, qui sont ce qu'on appelle un phénomène de free span, c'est-à-dire qu'il est en suspension, le câble, probablement parce qu'il passe au-dessus d'une crevasse sous-marine ou autre. Et donc, le câble bouge. Et évidemment, un mouvement du câble directement est très, très détectable avec le DAS. Et donc, ces zones-là sont des zones de mouvement du câble. Et on va venir, c'est important de pouvoir les détecter aussi parce que ça peut générer des problèmes, parce que ça va augmenter la fatigue sur le câble. Donc voilà, je vous montre ça, c'est une acquisition à Madère. Je vais vous expliquer ce qu'on voit. Donc là, c'est un câble qui est à Madère, c'est un câble télécom pur. Donc là, il n'y a pas de puissance, pas d'intérêt à faire de la mesure de température. Par contre, la mesure d'AS reste intéressante. Et là, ce qu'on voit, c'est que le câble donc, part du bord de la plage à nouveau. Ici, c'est la plage, donc on voit les vagues. On peut les imaginer, parce que là, on n'a que quelques secondes, donc quelques secondes qui tournent en boucle. Les vagues qui viennent se jeter sur la plage. Et derrière, on a des zones de mouvement anormaux, heu, ici à plusieurs endroits. Voilà, donc là, on a un recording sur, plus de 55 kilomètres. Si on zoome, voilà la vue de la plage. Donc ici, on a, les vagues qui viennent, se jeter sur la plage, en tout cas les vibrations acoustiques que l'on capte, qui résultent de ces vagues qui s'approchent. Voilà, et là, on va venir regarder précisément cette zone-là, qui a priori est une zone, à suivre, à surveiller. Et effectivement, lorsqu'on regarde, qu'on met un curseur, par exemple, à 8 kilomètres exactement et un autre à 8 km 850 qui est ce point-là, anormal, et ben, on voit, c'est donc là, c'est du strain rate, c'est-à-dire c'est vraiment de l'activité, du mouvement, que juste avant, en bleu, il y a rien qui bouge, hein, donc c'est un point de confirmation, en fait, une sorte de point étalon, et en rouge, la zone, que l'on voit ici, en blanc et noir. Donc on voit bien que le cap bouge. Donc là, c'est important pour l'exploitant de suivre cet endroit et de comprendre ce qui se passe, parce que ça pourrait être une zone, d'usure bien plus rapide de son câble. Le dernier aspect sur le câble, mais plus ce
qu'on va appeler du shape sensing, c'est-à-dire être capable de remonter à la déformation. Donc là, un équipement portable peut être embarqué directement sur un Touret pour faire de la mesure en temps réel de déploiement. Ça peut être un câble de fibre optique pour savoir s'il y a de la déformation ou s'il y a un problème. Et ça peut être des câbles de puissance sur lesquels on aurait mis de la fibre optique. Et là, en l'occurrence, c'est des applications qui existent, hein, parce que nous, on le fait sur du composite où on a intégré trois fibres optiques à 120 degrés. Trois fibres optiques à 120 degrés vont permettre, lorsqu'on fait la mesure de déformation sur ces fibres, de mesurer en temps réel la courbure et la tension dans le câble. Donc l'étirement. Et en fait, comme on mesure l'étirement sur chacune des fibres, bah, si les trois fibres s'étirent, c'est que c'est que de l'étirement. Mais s'il y a au moins une fibre qui est en compression et les autres en étirement, bah, évidemment, c'est de la courbure. Et donc, on arrive à remonter à des profils de courbure et donc détecter si on ne va pas au-delà de la courbure maximum de ce nouveau composite là, qui est déployé, en l'occurrence pour notre projet, et donc de pouvoir alerter l'exploitant en temps réel. Là, les mesures sont faites toutes les 3 ou 4 secondes. Donc, du moment que le déploiement est fait à la bonne vitesse, la mesure va permettre directement une assistance en temps réel de ça. Alors, ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, c'est que là, vous voyez deux types de fibres. Donc là, c'est plutôt une expérience qui a été conduite. Euh, en orange, c'est une fibre qu'on va appeler tight buffer, c'est-à-dire la fibre, elle est couplée directement de son câble. Celle-ci permet de faire de la déformation. Une déformation, par exemple, si on la met directement dans le sol, dans du béton ou sur une structure acier, la, la déformation que va avoir la gaine autour de la fibre va être transmise à la fibre. Et donc, on va pouvoir mesurer son étirement ou sa compression. C'est ça qu'on mesure lorsqu'on fait une mesure de déformation. Par contre, la fibre rouge représente plutôt un câble de type télécom, où là, la gaine, en tout cas le gros câble autour, euh, la fibre est libre à l'intérieur, ou dans du gel. Et donc, elle ne voit pas la déformation subie par l'environnement extérieur. Donc, c'est évidemment, ces fibres-là permettent de faire la mesure de température ou de vibration acoustique, mais pas de la mesure de déformation. C'est ce qui est montré ici. En pointillé, ce sont que des Étienne, fibres de type Étienne, télécom. il vous reste à peu près 2 minutes, 2-3 Ok, minutes. j'ai bientôt fini, j'accélère. Alors que les fibres tight vont permettre de faire de la mesure de déformation et on retrouve une forme en W typique de lorsqu'on vient courber un câble, c'est-à-dire deux fibres qui détectent la compression et une extension. Voilà, il restait quelques applications en génie civil. Je vais les couvrir un peu plus vite, mais c'était par ça que je voulais finir. Vous montrer qu'on fait de la détection de fuite sur barrage. Donc là, typiquement, c'est une application où on va faire du heat pulse, c'est-à-dire que comme l'eau est à température ambiante, on ne va pas détecter de variation de température. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chauffer localement, en fait. Et là, lorsqu'on arrête ce chauffage local, donc on met un câble de chauffage à côté de la fibre optique, le profil de diffusion thermique est différent s'il y a de l'eau, s'il y a un écoulement d'eau ou pas dans la proximité de la fibre. S'il y a un écoulement d'eau, le profil de température va clairement être très différent et ce qui va permettre de détecter une fuite d'eau, même si la température euh, absolue est la même que celle de l'environnement direct. Là, c'est un cas où la fibre optique a été déployée sous les rails. En fait, il y a des risques d'effondrement, il y a des cavités souterraines, et donc c'est une zone à risque. Donc là, la SNCF souhaitait s'assurer qu'il n'y ait plus de problème, donc ils ont fait couler un radier sur une portion de rail et déployer de la fibre sur plusieurs longueurs. Et derrière, la mesure de déformation du sol permet de venir détecter s'il y a ce type d'effondrement, donc ce qu'on appelle des remontées de fontis, avec derrière une alerte automatique. Donc là, les équipements peuvent être déployés en extérieur, dans une armoire, fait pour, et on va monitorer en temps réel, en fait, la déformation du sol. Il faut savoir que la fibre peut être intégrée dans le béton directement. EDF l'intègre dans certains bétons, centrales nucléaires ou autres, ou dans des poutres. Là, en l'occurrence, l'objectif était de mesurer la déformation de la poutre et voir même jusqu'où on va lorsqu'on vient casser une poutre. Donc ça, c'est la mesure qui peut être faite avec de la fibre optique. Alors là, c'est sur les courtes distances. Tout le potentiel de la fibre vient lorsqu'on a beaucoup de distance, puisque sur quelques mètres, on pourrait mettre des capteurs ponctuels. Dès lors qu'on veut faire une infrastructure complète, un pont, un barrage ou une centrale nucléaire, là, la fibre est très pertinente. Voilà, ça c'est du monitoring de fondation, où là, on intègre la fibre optique dans les fondations, en forme de U, pour venir faire un suivi de la compression et de l'extension localement, et donc du comportement dans le temps de la fibre optique. Je vous l'ai expliqué, le bris loin, c'est une mesure en fréquence, donc c'est très stable dans le temps. Donc on peut comparer une mesure aujourd'hui avec une mesure dans 1 an, 2 ans, 10 ans, et voir comment ça a évolué. Ça, c'est l'intérêt du bris loin et sa mesure en fréquence. Et enfin, sur des ponts, on peut aussi faire des mesures sur des câbles, où là, on va être capable de détecter la vibration du tablier, et donc est-ce que ces fréquences vibratoires évoluent dans le temps, mais aussi détecter des ruptures sur les câbles précontraints, avec de la fibre sur le câble précontraint. Au lieu de mettre un accéléromètre
partout. Enfin, s'il faut 2 accéléromètres, on met des accéléromètres, mais s'il faut en mettre des centaines, là, on déploie la fibre sur ces câbles précontraints et on peut détecter des ruptures de fil et automatiser la détection. Voilà. C'est ce qui se passe ici, on voit un choc dû à une rupture de fil, comment c'est détecté. Voilà, Très bien, bah, désolé si c'était un Étienne, peu long. non, non, merci beaucoup, hein, c'était parfait. Jacques, je vais te demander de couper l'enregistrement.